Alors qu'elle rentrait chez elle après son service, une serveuse découvre un inconnu blessé qui s'introduit dans sa voiture. Un chef de la mafia en fuite, une seule issue, elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'aider à survivre les 2 prochains jours allait transformer leurs existences à jamais. La balle a traversé le bras de Damien Rousseau juste avant qu'il n'entende le coup de feu. Un instant plus tôt, il serrait la main de Marco Castellano sous le réverbère vacillant du quartier des entrepôts désaffectés. L'instant d'après, le monde basculait dans un chaos assourdissant. Le verre vola en éclats. Des cris d'hommes résonnèrent. Quelqu'un avait trahi l'emplacement de leur rencontre de trêve, et désormais, les 2 camps tiraient à l'aveugle. « À terre !» Le chauffeur de Damian se jeta sur lui, mais une nouvelle rafale de tirs le laissa gisant au sol. Damian s'écrasa lourdement sur le béton, son épaule hurlant de douleur. Le sang imbiba sa veste de costume coûteuse. Autour de lui, son convoi s'éparpillait comme des cafards sous une lumière de cuisine. Les costos n'étaient guère mieux lotis, la moitié de leurs hommes se jetant à couvert derrière des conteneurs d'expédition rouillés. Il ne devait pas en être ainsi, un terrain neutre, sans armes, une discussion civilisée entre des criminels civilisés. Quelqu'un avait brisé les règles. À travers la fumée et les éclairs des armes, Damien aperçut le visage de Marco, tout aussi confus, tout aussi trahi. Ce n'était pas l'œuvre des costos, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voulait leur mort à tous les 2. Mais à cet instant précis, la survie l'emportait sur les questions. Damien roula derrière une benne à ordures, alors que les balles rebondissaient sur le métal. Sa main était glissante de sang, mais il pouvait encore bouger ses doigts. Pas une artère. Je m'en sortirais si je pouvais partir d'ici. Boss Tony, son garde du corps le plus proche, tirait depuis l'arrière d'une voiture. Le SUV. Le SUV explosa. Damien n'attendit pas. Il courut. Les rues du South Side de Chicago, à minuit, formaient un labyrinthe de clôtures grillagées, de supérettes aux fenêtres barricadées et d'ombres qui semblaient bouger dès qu'on détournait le regard. Damien tituba dans une allée, pressant sa bonne main contre sa blessure. Derrière lui, des phares balayèrent la route principale. Les costos s'étaient beau regrouper plus vite que ses propres hommes. Ou peut-être que ces hommes étaient en mort. Cette pensée le frappa plus durement que la balle. Il avait bâti un empire sur la loyauté et la peur, et maintenant, il saignait dans une allée comme un vulgaire voyou. Son téléphone vibra. Il le sortit et vit 3 appels manqués de son conciliaire, Vincent. Un soulagement le traversa jusqu'à ce qu'il se souvienne que seules 3 personnes connaissaient la réunion de ce soir. Lui, Marco et Vincent. Damien écrasa le téléphone sous son talon. Des SUV rôdaient dans les rues comme des loups. Des projecteurs perçaient l'obscurité. Ils inspectaient chaque ruelle, chaque entrée. Damien se pressa contre un mur de briques, respirant difficilement. Sans armes, sans soutien, il n'était qu'une proie. Réfléchis, réfléchis. Il avait survécu à pire. Il était sorti des docks, avait bâti un empire criminel, brique par brique, dans le sang et la sueur. Il n'allait pas mourir dans une ruelle sordide, juste parce que des phares surgissaient au coin de la rue. Damien courut à nouveau, les jambes pompant, les poumons brûlants. Il déboucha sur une rue plus large et le regretta immédiatement. Plus de lumière, plus de moteur. Il l'encerclait. Là, un restaurant ouvert 24 heures sur 24, son enseigne néon vrombissant comme une guêpe mourante. Quelques voitures sur le parking. Damien fonça vers elle, se baissant furtivement. S'il pouvait juste trouver un véhicule déverrouillé, le démarrer en force. La porte arrière d'une vieille Honda Civic était légèrement ouverte. Damien ne remit pas en question sa chance. Il plongea à l'intérieur, refermant la portière aussi silencieusement que possible. L'habitacle sentait le vieux café et le désodorisant à la vanille. Il s'accroupit dans l'espace pour les pieds derrière le siège conducteur, chaque muscle tendu, attendant le cri, le coup de feu, la fin. Le SUV passa, son projecteur balayant le parking. Damien retint son souffle. La lumière s'éloigna. Il expira lentement, sentant le cuivre. Son bras pulsait. L'adrénaline se dissipait et la douleur se précipitait pour remplir le vide. Il avait besoin d'un hôpital, ou au moins d'une trousse de premier secours, et de quelqu'un d'assez imprudent aussi. La portière du conducteur s'ouvrit. La main de Damien se porta à son étui vide. Inutile. Il leva les yeux alors qu'une jeune femme se glissait sur le siège, ses clés tintant. Elle avait peut-être 25 ans, les cheveux foncés attachés en une queue de cheval désordonnée, portant un uniforme de serveuse taché de café. Elle semblait épuisée. Elle avait l'air d'avoir eu un long service et de vouloir simplement rentrer chez elle. Elle jeta son sac à main sur le siège passager, enfonça la clé dans le contact et se figea.
Leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur. Un instant, aucun d'eux ne bougea. Damian la vit analyser la situation en temps réel. Le costume coûteux, le sang, l'expression d'un homme à bout de ressources. Sa main se tendit vers son sac à main. « Ne le faites pas, » dit Damian calmement. Elle ne cria pas, ce qui l'impressionna. Au lieu de cela, sa mâchoire se serra. « Sortez de ma voiture. Je ne peux pas faire ça. J'appelle la police. Allez-y. » Damen regarda un autre SUV passer tranquillement dans la rue. « Ces hommes là-bas vous remercieront probablement juste avant de nous tuer tous les deux. » Elle suivit son regard, vit le SUV noir, le projecteur, les hommes au visage dur à l'intérieur. Quelque chose changea dans son expression. Pas exactement de la peur, de la prudence. « Vous saignez sur mes sièges, » dit-elle. « Je vous achèterai une nouvelle voiture. »« Vous mentez. »« Probablement, » grimaça Damen. « Mais pour l'instant, vous êtes ma seule chance. Et s'ils me trouvaient ici, ils supposeront que vous m'avez aidé. Alors en réalité, nous sommes dans le même bateau maintenant. Je n'ai pas conduit. » Sa voix se durcit. Pas une requête, un ordre. Elle le fixa pendant 3 secondes supplémentaires. Il vit ses mains trembler sur le volant. La vit jeter un coup d'œil au restaurant où elle était en sécurité 30 secondes plus tôt, puis aux SUV qui rôdaient. La vit prendre la pire décision de sa vie. Le moteur rugit. Elle sortit du parking juste au moment où un autre SUV tournait au coin de la rue, son projecteur balayant leur direction. Elle accéléra en douceur, ni trop vite, ni trop lentement. Juste une autre employée fatiguée rentrant chez elle après un long service. Dans le rétroviseur, Damien vit le projecteur du SUV s'attarder sur eux, puis s'éloigner. Il s'était acheté peut-être 60 secondes. « Où allons-nous » demanda-t-elle, la voix tendue. « N'importe où sauf ici. » Elle tourna dans une rue latérale, puis une autre, ses mains crispées sur le volant. Damen resta accroupi, surveillant les rétroviseurs, la surveillant elle. « Quel est votre nom » demanda-t-il. « Clara. » Elle ne demanda pas le sien, peut-être le savait-elle déjà. « Et vous venez de gâcher ma vie. »« Bienvenue au club » marmonna Damian. Derrière eux, d'autres phares apparurent. La chasse était ouverte. « Gauche, prenez à gauche !» Clara donna un coup de volant, sa Honda crissant dans le virage, pour s'engager dans une rue résidentielle étroite. Derrière eux, les phares se multipliaient comme des yeux de démons. 2 SUV maintenant, peut-être 3. « Ils nous rattrapent » dit-elle, la voix à peine stable. « Ne prenez pas les routes principales. » Damien se redressa légèrement, ignorant la douleur fulgurante dans son bras. « Vous connaissez les raccourcis. J'ai vécu ici toute ma vie, alors prouvez-le. » La mâchoire de Clara se serra. Elle détestait qu'on lui donne des ordres, détestait le sang qui imbibait son siège arrière, détestait d'avoir pris cette décision impulsive d'aider un étranger qui vivait manifestement dans un monde qu'elle avait passé toute sa vie à éviter. Mais elle connaissait ces rues mieux que quiconque. Elle tourna brusquement à droite dans une ruelle si étroite que ses rétroviseurs frôlaient les murs de briques. Des poubelles passèrent en un éclair. Un chien aboya. La ruelle les recracha sur une autre rue secondaire, et Clara tourna immédiatement à nouveau, se frayant un chemin à travers le dédale de quartiers oubliés que les touristes ne voyaient jamais. « Vous êtes doué » murmura Damian. « Taisez-vous, je réfléchis. » Derrière eux, un SUV s'engagea dans l'allée. L'autre contournait pour tenter de les couper. Ces hommes savaient ce qu'ils faisaient, professionnels, organisés. L'estomac de Clara se tordit. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Quelqu'un qui a besoin de disparaître pendant quelques heures. » Ce n'est pas une réponse, c'est la seule que vous obtiendrez. Clara lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Même ensanglanté et traqué, il avait une prestance. Le genre de calme qui vient du contrôle de soi, même lorsque tout s'effondre. Son costume coûtait probablement plus cher que sa voiture. Sa montre, certainement. Ce n'était pas une victime de vol à la tire. Ce n'était pas un petit trafiquant dépassé. C'était quelqu'un d'important. Le SUV derrière eux accéléra. « Il y a un passage souterrain devant », dit Clara rapidement. « Ancienne voie ferrée. Pas de lumière, prenez-le. » Elle appuya à fond sur l'accélérateur. Sa Honda n'était pas faite pour la vitesse, mais elle était petite et agile. Le passage souterrain se dressait devant eux. Un tunnel de béton engloutissant la route, sombre et abandonné. Des barrières de construction bloquaient une voie. Des graffitis couvraient les murs. Clara éteignit ses phares et plongea dans l'obscurité. « Qu'êtes-vous » Fiez-vous à son instinct, elle ne voyait absolument rien, juste l'obscurité et le faible halo de la sortie à 50 verges devant. Elle garda son pied stable, sa mémoire musculaire la guidant. Elle avait emprunté cette route des milliers de fois. Derrière eux, les phares du SUV s'allumèrent dans le tunnel, puis s'éteignirent brusquement. Clara tira brusquement à droite.
cachant sa voiture derrière un pilier de béton massif. Elle mit la voiture au point mort et retint son souffle. Les secondes s'écoulèrent lentement. Le SUV passa lentement, son moteur un faible grondement dans l'obscurité. Clara pouvait distinguer les silhouettes de deux hommes à l'intérieur, leurs têtes tournant, cherchant. L'un d'eux tenait une lampe de poche, son rayon balayant les parois du tunnel. Damian ne bougea pas, ne respira pas. Le faisceau de la lampe de poche passa au-dessus de leur cachette, à quelques centimètres du capot de la Honda. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendrait. Le SUV continua sa progression lente, si lente. Puis, il les dépassa, se dirigeant vers la sortie. Clara attendit que les feux arrière disparaissent avant d'expirer. Ses mains tremblaient en maintenant, l'adrénaline inondant son système. « Démarrez la voiture » dit Damen, calmement, mais sans les lumières. « Pas encore. » Elle obéit, ses doigts cafouillant avec la clé. Le moteur démarra avec un ronronnement doux. Elle recula prudemment, utilisant la faible lueur de l'entrée pour naviguer, puis fit demi-tour. Quand ils sortirent du tunnel, elle ralluma les phares et prit une autre route, vers le nord-ouest, en direction du quartier industriel. « Vous avez déjà fait ça, » dit Damian. « Ce n'était pas une question. »« Fait quoi ?» ?»« Évader, semer des traces. » Le rire de Clara était amer. Mon ancien petit ami était un trafiquant de drogue paranoïaque. J'ai appris à repérer les flics et à les distancer avant son arrestation. Il semblerait que ses compétences soient transférables. Quelle chance pour moi! Elle croisa son regard dans le rétroviseur. « Qui êtes-vous » et ne me sortez pas une réponse évasive. Ces hommes là-bas, ils ne sont pas arrivés par hasard. Ils sont organisés. Ils ont des radios et des projecteurs. Puis elle s'interrompit, son esprit réalisant enfin. « Oh mon Dieu, quoi? Je connais votre visage. » Sa voix se fit plus discrète. « Je l'ai déjà vu dans le quartier. Les gens parlent. » Damian ne dit mot. L'étreinte de Clara sur le volant se resserra. « Vous êtes Damian Rousseau. » Le silence s'installait. « Vous êtes le... » Elle ne pouvait même pas le prononcer. Chef de la mafia, seigneur du crime, l'homme qui régnait sur la moitié du sud de la ville depuis l'ombre. L'homme responsable de combien de morts, combien de vies brisées. Continuez de rouler, dit Damian. J'ai aidé une... Clara! Sa voix transperça sa panique comme une lame. Ces hommes qui me traquent, ce sont des costos, l'équipe de Marco, et s'ils vous trouvent avec moi, ils ne poseront pas de questions. Peu leur importera que vous n'étiez pas au courant. Ils vous logeront une balle dans la tête, juste pour être certain. Son sang se glaça. Alors, oui, continua Damian, vous avez aidé la mauvaise personne, mais il est trop tard pour y remédier. La seule issue est d'aller de l'avant. La vue de Clara se troubla. Cela ne pouvait pas être en train de se produire. Elle était serveuse, une sœur, une anonyme essayant de garder la tête hors de l'eau. Elle n'était pas censée être prise au piège d'une guerre de gang. Mais il avait raison. Il était trop tard pour faire marche arrière. « Mais où vais-je » demanda-t-elle, sa voix vide. « Quelque part en sécurité. » Un endroit où ils ne penseront pas à chercher. Je ne connais aucun endroit de ce genre. Si, vous en connaissez un. Les yeux de Damian rencontrèrent les siens dans le rétroviseur. « Ramenez-moi chez moi, Clara. » C'est insensé. Clara se gara dans l'étroit passage entre deux immeubles d'appartements délabrés, ses phares révélant une zone oubliée de la ville, où les escaliers de secours rouillés s'accrochaient aux murs de briques, et les herbes poussaient à travers le béton fissuré. Le genre d'endroit que les gens traversent sans le remarquer. « Éteins les lumières, » dit Damian. Elle obtempéra. L'obscurité les enveloppa entièrement. « Il y a un garage par ici, » dit Clara à voix basse. « L'ancien atelier de mon père. Personne ne l'utilise plus. Personne ne se souvient même qu'il existe. Parfait. » Elle guida la voiture au seul souvenir, avançant jusqu'à ce que le nez de la Honda bute contre une porte de garage affaissée. Clara sortit, les jambes instables, et tâtonna avec le cadenas rouillé. Ses doigts tremblaient si violemment qu'il lui fallut 3 tentatives pour insérer la clé. La porte grogna en s'ouvrant, révélant un tombeau d'outils oubliés et de machines couvertes de poussière. Clara gara la voiture à l'intérieur, et Damian referma la porte derrière lui. L'obscurité était totale maintenant, suffocante. Elle trouva une lanterne à pile sur un établi, l'alluma. Une faible lumière jaune inonda l'espace. Le garage ressemblait à un musée de la vie de son père. Des étagères à outils sur les murs, un lift hydraulique qui n'avait pas fonctionné depuis des années, des pièces de voiture éparpillées sur des étagères comme des fossiles mécaniques. Tout était recouvert d'une épaisse couche de négligence. « Depuis combien de temps est-il à l'abandon » demanda Damian, s'appuyant lourdement contre la Honda. « 3,
3 ans depuis la mort de mon père, répondit Clara d'une voix neutre. Crise cardiaque juste là, près de cet établi. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Elle désigna une vieille chaise. Asseyez-vous. Vous saignez toujours. Damien se laissa tomber sur la chaise avec un grognement. Son visage était devenu pâle, sa veste de costume onéreuse tachée de sang. Clara s'empara de la lanterne et se dirigea vers une armoire métallique dans le coin. Mon père avait une trousse de premiers secours pour les gars qui venaient après des accidents. Elle en sortit une boîte métallique cabossée, en chassa la poussière. À l'intérieur, de la gaze, du sparadrap, un antiseptique, des pansements papillons. Pas grand-chose, mais mieux que rien. « Tu sais ce que tu fais » demanda Damien. « Suffisamment. » Clara posa la boîte sur un établi voisin. « Enlevez votre veste. » Il obéit en grimaçant. La chemise en dessous était pire. Tissu déchiré et sang. Clara l'aida à la retirer, essayant de ne pas penser au fait qu'elle déshabillait un chef de la mafia dans le garage de son père, décédé à 1 heure du matin. La blessure par balle était affreuse, mais nette. Orifice d'entrée et de sortie directement à travers la chair de son bras, sans os ni artère touchée. Quelle chance! Vous allez vivre, lui assura-t-elle. Mauvaise nouvelle pour plusieurs personnes. Clara faillit sourire malgré elle. Elle imbiba un chiffon propre d'antiseptique. Ça va faire mal. J'ai connu pire. Elle pressa le chiffon sur la plaie. La mâchoire de Damien se serra, mais il ne fit aucun bruit. Clara travailla rapidement, nettoyant les plaies d'entrée et de sortie. Ses mains plus fermes maintenant qu'elle avait une tâche sur laquelle se concentrer. Elle avait appris les soins de base des plaies il y a 2 ans, lorsque son jeune frère, Élie, avait eu un accident de voiture. Les frais d'hôpital avaient été écrasants. Alors, elle s'était enseignée à gérer les blessures mineures à domicile. Jamais elle n'aurait pensé utiliser ses compétences sur un seigneur du crime. « Vous êtes doué pour ça, » dit Damien doucement. « Ah, mon frère, il a eu un accident. Sa jambe a été bastant amochée. » Clara enroula de la gaze autour du bras de Damien avec une compétence acquise. « Les factures d'hôpital nous ont presque enterrés. Alors, j'ai appris, avec des vidéos YouTube, des livres de bibliothèque, suffisamment pour gérer les petites choses, sans une autre visite aux urgences. Juste vous et votre frère ? Oui, depuis la mort de mon père. Maman est partie quand j'avais 12 ans. Clara sécurisa la gaze avec du sparadrap, peut-être un peu trop serré. Juste nous deux contre le monde. Damien observa son visage à la lumière de la lanterne. Quel âge a-t-il ? 17 ans. Terminal. Il est intelligent, vraiment intelligent, veut aller à l'université. Sa voix se brisa légèrement. Si je peux trouver comment payer. Et vous travaillez dans ce restaurant ? Et je travaille dans ce restaurant. Clara recula, examinant son travail. Doublé la plupart du temps. Ce n'est pas assez, mais c'est quelque chose. Damien resta silencieux un instant. Alors, votre père a bâti tout cela. Clara regarda autour du garage. Il était mécanicien, un bon. Il travaillait sur les voitures de tous ceux qui avaient besoin d'aide, légale ou non. Il ne jugeait pas. Il disait « Tout le monde mérite une chance d'aller de l'avant ». Elle toucha une clé à molette sur l'établi, ses doigts traçant le manche usé. Il vous aurait aidé, lui aussi, sans poser de questions. Mais vous n'êtes pas votre père. Non, je ne le suis pas. Clara le regarda dans les yeux. Je déteste ce que vous représentez. Tout ce que vous, les gens, faites à des quartiers comme celui-ci. La drogue, la violence, la peur. L'ami de mon frère a été pris dans une fusillade l'année dernière. 14 ans. Mauvais endroit, mauvais moment. Je suis désolé, répéta Damien. Arrêtez de dire ça. La voix de Clara se durcit. Vous n'êtes pas désolé. Vous êtes juste désolé que cela vous ait dérangé. Damien soutint son regard. Vous avez raison. Je ne suis pas un homme bon, Clara. J'ai fait des choses qui vous empêcheraient de dormir la nuit, mais je n'ai pas tiré sur cet enfant. Et les gens qui me traquent en ce moment sont pires. C'est une barbasse. C'est la seule barre que j'ai. Clara se détourna, s'affairant à ranger la trousse de premiers secours. Dehors, elle entendit le lointain hurlement des sirènes. La ville ne dormait jamais, ne cessait jamais de saigner. « Vous avez besoin de repos, » dit-elle finalement. « Quelques heures au moins. Il y a un lit de camp dans l'arrière-salle. Mon père avait l'habitude de dormir ici quand il travaillait tard. Et vous ? Je dois monter, vérifier Élie, m'assurer qu'il va bien. » Clara se dirigea vers la porte. « Je reviendrai avant le lever du soleil, apporter de la nourriture, des vêtements propres, puis vous partirez, et nous n'en parlerons plus jamais. » Clara. Elle s'arrêta, la main sur la porte. « Merci, » dit Damien doucement. « Pour information, vous m'avez sauvé la vie ce soir. » Clara ne se retourna pas. « Ouais, je commence à le regretter. » Mais alors qu'elle s'éclipsait dans la nuit,
Laissant le chef de la mafia dans le garage de son père, elle ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir franchi une ligne qu'elle ne pourrait jamais franchir. Et quelque part dans l'obscurité, les costauds cherchaient toujours. Clara gravit l'escalier de secours rouillé derrière le bâtiment, ses jambes lourdes de fatigue. Trois étages plus haut, une fenêtre qu'elle ne fermait jamais correctement. Elle se glissa à l'intérieur, atterrissant doucement dans sa cuisine exiguë. L'appartement était sombre et silencieux. Elle resta là un instant, laissant ses yeux s'habituer, écoutant les sons familiers de la maison. Le bourdonnement du réfrigérateur, la télévision des voisins qui filtrait à travers les minces murs, la respiration douce de son frère provenant de la chambre au bout du couloir. Normal. Tout était normal, sauf que ses mains tremblaient encore. Clara se déplaça dans l'appartement comme un fantôme, vérifiant la porte d'entrée, verrouillée et enchaînée, puis regardant à travers les stores la rue en contrebas. Un VUS noir passa lentement, son projecteur balayant les voitures garées et les pas de porte. Son sang se glaça. Ils étaient là, dans son quartier, à la chasse. Elle laissa tomber les stores et se détourna, son cœur battant à tout rompre. Penser, elle devait penser, mais l'épuisement lui pesait sur les os, et la chute d'adrénaline la frappait de plein fouet. La table de cuisine était enfouie sous une montagne d'enveloppes. Des factures, toujours des factures. Clara s'enfonça dans une chaise et les fixa sans les voir. Les frais médicaux de l'accident d'Ellie. Le loyer en retard de deux semaines. L'électricité, l'eau, les paiements de prêts étudiants. Elle les évitait depuis trois mois. De toutes les personnes à se retrouver dans ma voiture, murmura-t-elle à la pièce vide, un mafieux, un seigneur du crime. Exactement le genre d'homme contre lequel son père l'avait mis en garde, même s'il réparait leur voiture et prenait leur argent. Éloigne-toi de cette vie, Clara, il avait dit. Elle engloutit les gens entiers et ne les recrache jamais. Et maintenant, elle en avait caché un dans son garage. Clara pressa ses paumes contre ses yeux. Elle devrait appeler la police, livrer Damien, prétendre qu'il l'avait forcée sous la menace d'une arme, ce qui n'était pas loin de la vérité. Mais alors elle se souvint de la façon dont ses VUS s'étaient déplacés. Coordonnés, professionnels, la façon dont les yeux de Damien avaient de l'air quand il avait dit qu'il la tuerait, juste pour être sûr. Il ne mentait pas. Elle était dans le coup maintenant, qu'elle le veuille ou non. Pendant ce temps, dans le garage en dessous, Damien ne trouvait pas le sommeil. Son bras lançait malgré les bandages soignés de Clara. Mais la douleur n'était pas ce qui le maintenait éveillé. C'était l'arithmétique de la trahison. Il était assis sur le lit de camp poussiéreux dans l'arrière-salle, une couverture empruntée sur les épaules, et refit les calculs. Seules trois personnes étaient au courant de la réunion de ce soir avec les costauds. Lui-même, Marco et Vincent, son conciliaire, son homme de confiance. Depuis 8 ans. Vincent, celui-là même qui avait suggéré l'endroit. Vincent qui avait insisté pour réduire au minimum les effectifs de sécurité, craignant d'effaroucher Marco. Vincent qui, comme par hasard, patrouillait le périmètre au moment où les coups de feu avaient éclaté. La mâchoire de Damien se crispa. Il avait bâti son empire sur la loyauté et la confiance, et pourtant, quelqu'un l'avait trahi. La question était, pourquoi? L'argent, la peur, l'ambition, peu importait. La trahison restait la trahison. Il sortit le téléphone jetable qu'il conservait toujours dans la poche intérieure de sa veste. Une ligne que les Castiano ne connaîtraient ainsi pas. 3 appels, tous aboutissant sur un répondeur. Tony, son chauffeur, mort ou capturé. Marco de son équipe, pas de réponse. Personne des quais. Rien. Chaque ligne compromise, chaque connexion coupée. Damien Rousseau, qui commandait une armée la veille, était seul ce soir. Il pensa à Clara, la serveuse épuisée aux mains calleuses et à l'échine d'acier. Elle aurait pu hurler. Au lieu de cela, elle l'avait conduit à travers une zone de guerre avec le même sang-froid que si elle y était habituée. Et elle le haïssait. Il l'avait lu dans ses yeux lorsqu'elle avait reconnu son nom. Non pas de la peur, mais une haine. Celle qui naissait en voyant son quartier saigner, pendant que des hommes comme lui s'enrichissaient. Elle n'avait pas tort. Dehors, un moteur gronda. Damien se dirigea vers la petite fenêtre crasseuse et jeta un coup d'œil à travers une fente dans les planches. Un autre SUV rampait dans l'allée. Des phares balayèrent les environs. Ils n'abandonnèrent pas. Dans les rues, Franchi, le bras droit de Marco Castellano, un homme au cou de taureau, s'appuya contre un SUV et alluma une cigarette. Autour de lui, le quartier sud s'était transformé en terrain de chasse. « Un signe ?» demanda-t-il dans sa radio. « Négatif. Tous les garages de la 5e ont été vérifiés. Rien.
Continuez de chercher. Il saigne. Il ne peut pas être allé loin. Ils avaient déployé 8 véhicules, 20 hommes et suffisamment d'argent pour acheter le silence de chaque propriétaire de dépanneur et de dealer de rue dans un rayon de 6 pâtés de maison. L'information circulait. 50 000 dollars pour toute information sur Damian Rousseau. Sans poser de questions. Frankie avait déjà payé deux flics en patrouille pour qu'ils détournent le regard. Les ponts étaient surveillés. Les autoroutes avaient des éclaireurs. Toutes les sorties du quartier sud étaient bloquées. Rousseau était pris au piège. Ce n'était qu'une question de temps. Le patron veut qu'il soit vivant, rappela Frankie à son équipe. Mais pas trop vivant, vous comprenez? Des rires crépitèrent à la radio. Frankie tira une longue bouffée de sa cigarette. Quelque part là-dehors, Damian Rousseau se cachait comme un rat. Et quand il le trouverait, car il le trouverait, Frankie savourerait la récupération de sa prime en personne. Il remonta dans le SUV. Vérifions encore une fois le quartier industriel, et que quelqu'un parle aux travailleurs de nuit, aux serveuses, aux gardiens de sécurité, aux concierges. Quelqu'un a vu quelque chose. Le SUV avança, son projecteur lacérant l'obscurité. Derrière une douzaine de fenêtres, des gens observaient et gardèrent le silence. De retour dans l'appartement, Clara quitta enfin la table de la cuisine. Elle vérifia Ellie une dernière fois. Il dormait encore, heureusement inconscient. Puis saisit un sac de sport dans son placard. Des vêtements propres, des barres de céréales, de l'eau en bouteille, une carte routière que son père gardait dans la boîte à gants. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait ses bagages. Elle ne savait pas ce que le matin apporterait. Mais quelque chose lui disait que les prochaines 48 heures allaient changer sa vie. Dehors, un autre SUV déambula. Le quartier retenait son souffle, et dans le garage en dessous, Damian Rousseau était assis dans l'obscurité et planifiait sa prochaine action, sachant que l'ennemi le plus dangereux n'était pas celui qui le chassait de l'extérieur, mais celui qui s'était déjà approché suffisamment pour appuyer sur la gâchette. Clara revint au garage juste avant l'aube, le sac de sport sur l'épaule et un thermos de café à la main. Elle n'avait réussi à dormir qu'1 heure, agitée, hantée par des cauchemars de projecteurs et de coups de feu. La porte du garage gémit en s'ouvrant. Damian était déjà réveillé, debout près de la fenêtre, observant l'allée à travers une fente dans les planches. Il avait trouvé une des vieilles chemises de travail de son père et l'avait enfilée par-dessus ses bandages. Elle était trop petite aux épaules, mais propre. « Vous êtes revenu ?» dit-il sans se tourner. « N'ayez pas l'air si surpris, » répondit Clara en posant le sac avec un bruit sourd. « J'ai apporté des vêtements, de la nourriture. Vous devez partir. »« Je sais. Je veux dire, maintenant, ce matin, avant... » « Je ne peux pas. » La colère de Clara éclata. « Bien sûr que vous le pouvez. Vous sortez par cette porte. Vous disparaissez dans n'importe quel trou où les gens comme vous disparaissent. Et je reprends ma vie. » Damian se retourna finalement pour lui faire face. « Vous pensez que c'est si simple ? Je pense que vous n'êtes plus mon problème. » Faux. Sa voix était calme, mais ferme. « Vous êtes sapé sur les images de surveillance du parking de ce restaurant. Vous êtes sur chaque caméra de circulation entre là et ici. Les Castiano ne sont pas stupides. Ils trouveront ces images avant midi s'ils ne l'ont pas déjà fait. Ils identifieront votre voiture, vos plaques, votre visage. » Le thermos de café glissa des doigts de Clara. « Non, ils ne le feront pas. »« Ils le feront, ils le feront. » Damian s'approcha, son expression grave. « Clara, dès l'instant où je suis monté dans votre voiture, vous êtes devenue partie prenante de tout ça. Courir ne servira à rien. Faire comme si cela n'était jamais arrivé ne servira à rien. La seule chose qui aide maintenant est de mener cela à terme. » « À terme de quoi ?» La voix de Clara s'éleva. « Que vous vous fassiez tuer, que je me fasse tuer, que mon frère devienne un dommage collatéral de votre guerre de gang? Non. » La mâchoire de Damian se serra. « À terme de mettre fin à cela définitivement. » Clara éclata de rire, un son aigu et amer. « Vous êtes un homme seul, blessé, traqué. Vous pensez que vous pouvez simplement... » « Quoi? Gagner une guerre depuis le garage de mon père? J'ai gagné des guerres avec moi. Mon Dieu, écoutez-vous. » Clara se détourna, passant ses mains dans ses cheveux. « Vous les gens, vous êtes tous pareils, si sûrs de votre invincibilité que les règles ne s'appliquent pas à vous. Pendant ce temps, le reste d'entre nous essaie juste de survivre aux décombres que vous laissez derrière. »« Vous avez raison. » Elle se retourna brusquement. « Quoi? Vous avez raison, » répéta Damian. « J'ai laissé des ruines, des vies détruites, fait des choix qui m'ont empêché de dormir. » Il marqua une pause. « Mais je suis aussi la seule chose qui se dresse entre vous et les Castiano en ce moment. Alors, vous pouvez me haïr autant que vous voulez. Je l'ai bien mérité. Mais si vous voulez protéger votre frère, vous avez besoin de moi vivant. J'ai besoin que vous partiez. »
Et c'est la même chose finalement. Damien se dirigea vers l'établi, prit la carte routière qu'elle avait apportée. Mais d'abord, je dois joindre mes gens, ceux en qui je peux encore avoir confiance. Et pour cela, je dois traverser la ville sans me faire tirer dessus. Ce qui signifie que j'ai besoin de quelqu'un qui connaît ces rues mieux que les Castiano. Clara le fixa. Vous êtes fou. Probablement. Il déplia la carte. À quel point connaissez-vous le quartier nord? Ne faites pas ça, Clara. Il la rencontra du regard. Dans 48 heures, cela se termine. Je reprends contact avec mon équipe. Nous nous occupons des Castiano et je disparais de votre vie pour toujours. Mais je ne peux pas le faire seul. Pas cette fois. Pourquoi devrais-je vous aider? Parce que vous l'avez déjà fait. La voix de Damien s'adoucit. Et parce que je vous promets, là, maintenant, votre frère sera en sécurité. Quoi qu'il m'arrive, Ellie ne sera pas touchée, je m'en assurerai. Vos promesses ne signifient rien. Elles signifient tout. Il y avait quelque chose de féroce dans ses yeux maintenant. J'ai enfreint beaucoup de règles, Clara. Fait des choses que je ne peux pas réparer. Mais je tiens toujours ma parole. C'est la seule monnaie qui compte dans mon monde. Clara voulait discuter, voulait lui crier de partir, d'emporter son sang, son argent et ses promesses brisées, et de foutre le camp de sa vie. Mais elle regarda son visage, épuisé, déterminé, sincère, et sentit quelque chose changer. Il disait la vérité, du moins, il croyait la dire. 48 heures, dit-elle doucement. 48 heures, et je disparais pour toujours. Vous ne me reverrez jamais. Clara ferma les yeux, sentant le poids des décisions s'installer sur ses épaules. Elle pensa à Ellie, qui dormait encore à l'étage. Pensa aux factures sur la table et à la vie qu'elle avait tant lutté pour bâtir à partir de rien. Pensa à son père, qui avait aidé quiconque le demandait, peu importe de quel côté de la loi il vivait. Peut-être lui ressemblait-elle plus qu'elle n'avait voulu l'admettre. « Je connais des itinéraires », finit-elle par dire, « des chemins de traverse, des zones industrielles, des endroits où la police ne patrouille pas. Je peux vous faire traverser la ville sans passer par les grandes rues. C'est tout ce dont j'ai besoin. Mais j'ai des règles. » Clara s'approcha, sa voix dure. « On ne blesse personne qui ne le mérite pas. On n'implique pas de civils. Et si je dis que c'est trop dangereux, on s'arrête. » Marché conclu. Damien tendit sa bonne main. Marché conclu. Clara hésita, puis la serra. Sa poigne était ferme, chaude, malgré le froid du garage. « Quand est-ce qu'on commence ?» demanda-t-elle. « Maintenant. » Damien plia la carte. « Il y a une station-service abandonnée du côté est. Un vieil ami à moi la tenait avant de se retirer des affaires. Si je peux l'atteindre, je pourrai contacter des gens en qui j'ai confiance. Le côté est des fourmis de Castiano. Je sais, c'est pourquoi j'ai besoin de vous. » Clara ramassa le sac de sport, ses mains stables maintenant. La décision était prise. Pour le meilleur ou pour le pire, elle était entièrement engagée. « Allons-y, » dit-elle, avant que je ne change d'avis. Ils montèrent dans la Honda, tandis que le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de nuances de sang et d'or. La ville se réveillait, et la chasse aussi. La lumière de l'aube filtrait à travers les pare-brises crasseux, alors que Clara naviguait la Honda à travers un labyrinthe de routes de service et d'allées oubliées. La ville semblait différente à cette heure. Plus douce, presque innocente, avec des travailleurs se rendant à leur premier quart, des camions de livraison effectuant leur tournée. Un monde qui ignorait la guerre qui se jouait dans ses ombres. Damien était assis bas sur le siège passager maintenant. Une casquette de baseball tirait sur son visage. Une des vieilles vestes de son père couvrait ses vêtements coûteux. Pour quiconque jetant un coup d'œil, il ressemblait à un simple travailleur se faisant conduire. « Prenez la prochaine à droite », dit-il doucement. Puis suivez la route de service derrière le parc industriel. Clara obéit, ses mains détendues sur le volant maintenant. La terreur initiale s'était dissipée, laissant place à un étrange calme. Peut-être était-ce le choc, peut-être était-ce l'acceptation. Quoi qu'il en soit, elle se sentait étrangement concentrée. La station-service, c'est loin, 3 miles à l'est, près de l'ancien passage à niveau. Damien vérifia le rétroviseur pour la 100e fois. Elle est fermée depuis 500. Mon ami S la gérait comme une couverture. Affaires propres en surface, autres arrangements en dessous. Il avait pris sa retraite en Floride, mais la propriété était toujours sous le contrôle d'une fiducie dont le bénéficiaire avait la main mise. Commodité, stratégie. Damien ajusta sa casquette. Je possède 13 propriétés réparties dans toute la ville. La plupart des gens n'en ont pas connaissance. Des refuges, des points de rencontre, des entrepôts. Quand on évolue dans l'ombre, il faut des cachettes. Clara bifurqua brusquement à gauche, traversant un parking désert pour éviter un carrefour principal.
Ça doit être agréable. J'ai à peine les moyens de louer un appartement. Il ne s'agit pas d'agrément, il s'agit de survie. C'est la même chose, n'est-ce pas? Vous survivez avec des refuges et des comptes offshore. Je survis avec des doubles postes et des prières. Damien garda le silence un instant. Alors, depuis combien de temps travaillez-vous au restaurant? Depuis des années, depuis la mort de papa et l'accumulation des factures. Clara s'engagea sur une petite route d'accès bordée d'entrepôts. Pourquoi? Juste par curiosité. Ne quoi? N'essayez pas d'humaniser la situation. La voix de Clara s'était durcie. Nous ne sommes pas amis. Nous ne sommes pas partenaires. C'est une transaction. 48 heures, puis vous disparaissez. Compris? Il continuait de la fixer. Et Clara sentit le poids de son regard. Cela la perturbait. Non pas parce que c'était menaçant, mais parce que ça semblait authentique, comme s'il la voyait vraiment, non pas comme un simple moyen, mais comme une personne. Personne ne l'avait regardée ainsi depuis des années. La route de service serpentait à travers une zone industrielle, des usines abandonnées, des machines rouillées, des blocs entiers de déclin économique. Clara connaissait ces rues. Elle les avait parcourues des milliers de fois, prenant des raccourcis pour éviter les embouteillages, trouvant des itinéraires qui lui faisaient gagner de précieuses minutes et de l'argent sur l'essence. « Vous connaissez vraiment bien la ville », fit observer Damian. « On apprend la carte quand chaque minute compte. Quand être en retard signifie perdre un poste. Perdre un poste signifie ne pas payer le loyer. » Clara contourna un nid de poule qui aurait pu engloutir un pneu. On apprend l'efficacité quand on ne peut pas se permettre d'erreur. J'ai appris de la même manière, circonstances différentes, même principe. Clara le regarda. Vous n'avez pas toujours été... Elle fit un geste vague. Riche, puissant. Le sourire de Damian était mince. Non, j'ai grandi dans un appartement de deux pièces sur les quais. Mon père s'est tué à la tâche à décharger des navires. Ma mère faisait des ménages jusqu'à ce que ses mains saignent. J'ai appris très tôt que le monde ne vous donne rien. Vous le prenez ou vous mourrez en essayant. Alors, vous avez choisi le crime. C'est une question de survie. Le crime n'était que la méthode. C'est une excuse commode. C'est une excuse honnête. Clara ouvrit la bouche pour argumenter, puis aperçut le poste de contrôle. Deux SUV bloquèrent la route devant eux, stationnés en diagonale pour créer un embouteillage. Des hommes en vêtements sombres scrutaient chaque véhicule qui passait. L'un d'eux tenait une tablette, vérifiant probablement les plaques d'immatriculation dans une base de données. « Zut !» souffla Clara. « Ne vous arrêtez pas. » La voix de Damian était calme. « Ne courez pas. Ralentissez simplement, tout naturellement. Ils vous verront. » Non, ils verront un couple. Il tendit la main et prit la sienne, entrelaçant ses doigts aux siens. « Clara, écoutez-moi. Nous sommes ensemble. Nous sommes fatigués. Nous avons passé la nuit blanche. La voiture est tombée en panne plus tôt, mais nous l'avons remise en marche. Nous essayons juste de rentrer chez nous. Pouvez-vous faire ça? » Son cœur battait la chamade. « Regardez-moi. » Elle le fit. Ses yeux étaient les calmes, rassurants. Son pouce traçait un petit cercle sur le dos de sa main. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, » dit-il doucement. « Respirez, souriez, ça va aller. » Clara inspira profondément et relâcha l'accélérateur, laissant la Honda rouler vers le point de contrôle. L'un des hommes leva la main, lui signalant de s'arrêter. Elle s'exécuta, baissant sa vitre. « Bonjour, » dit l'homme. Il était jeune, peut-être 30 ans, avec des yeux froids qui en avaient trop vu. Un peu tôt pour être de sortie. « Panne de voiture, » dit Clara, forçant un sourire fatigué. Elle serra la main de Damian, pas pour l'apparat, mais pour le courage. Elle est tombée en panne près de l'autoroute. Ça nous a pris une éternité pour la faire redémarrer. L'homme regarda derrière elle, vers Damian. « C'est exact. » Damian souleva légèrement sa casquette, offrant un hochement de tête lasse. « L'alternateur lâche. Il faut passer au garage avant qu'il ne rende l'âme complètement. »« Où allez-vous ?»« Chez nous, » dit Clara. « Au quartier de Pils. Nous avons passé la nuit blanche. Je veux juste un café et mon lit. » L'homme les étudia. Clara sentit une goutte de sueur couler le long de sa colonne vertébrale. À côté d'elle, la main de Damian demeurait ferme dans la sienne. Finalement, l'homme recula. « D'accord, faites vérifier cet alternateur. Je ne voudrais pas que vous restiez de nouveau coincés. »« Nous le ferons, merci. » Clara avança lentement. Chaque muscle était tendu. Dans le rétroviseur, elle vit l'homme se retourner vers son partenaire. Pas d'appel radio, pas d'alarme. Ils avaient gobé l'histoire. 100 mètres plus loin, Clara laissa échapper un rire tremblant. « Mon Dieu, nous avons... »« Vous avez été formidable, » dit Damian. Il relâcha sa main. «
mais lentement, comme à regret. La paume de Clara était froide là où la chaleur de sa main avait été. C'était fou. C'était du travail d'équipe, dit Damian en montrant du doigt. Là, vous voyez cette clôture? La station-service est juste derrière. Clara s'engagea sur une route d'accès envahie par la végétation. La suspension de la Honda gémit sur l'asphalte brisé. Et là, elle apparut, une structure squelettique aux fenêtres murées et aux herbes folles poussant à travers le béton. Oubliée, parfaite. Elle se gara derrière le bâtiment, hors de vue de la route. « Nous y sommes arrivés, » dit-elle, presque surprise. Damian sourit, un vrai sourire cette fois, pas le masque prudent qu'il portait d'habitude. « Oui. » Et juste un instant, Clara lui rendit son sourire. À l'intérieur de la station-service abandonnée, des moellons de poussière dansaient dans les rayons du soleil, filtrant à travers les planches cassées. Damian se dirigea vers ce qui avait été le bureau arrière, maintenant juste des étagères vides, et une armoire de classement rouillée. Il souleva une dalle de plancher lâche, révélant un compartiment secret. « Vous plaisantez, je suppose » dit Clara depuis l'embrasure. Damian sortit une boîte métallique et l'ouvrit. À l'intérieur, de l'argent, trois téléphones anonymes, un pistolet et un jeu de fausses identités propres. Des provisions de survie. J'en ai dispersé dans toute la ville. C'est très thriller d'espionnage de votre part. C'est ce qui m'a gardé en vie jusqu'à présent. Il rangea l'arme et l'un des téléphones, puis tendit une liasse de billets à Clara pour les fournitures. De l'eau, de la nourriture, tout ce dont nous pourrions avoir besoin pour les un ou deux prochains jours. Il y a un dépanneur 3, pâté de maison au sud. Clara regarda l'argent, des billets de 100 $, plus que ce qu'elle gagnait en une semaine. Je ne veux pas de votre argent. Ce n'est pas un cadeau, ce sont des considérations logistiques. Damian pressa l'argent dans sa main. Nous avons besoin de fournitures. Je ne peux pas y aller. Simple calcul. Elle voulait refuser. Voulait lui jeter le tout au visage, mais elle pensa au réfrigérateur vide à l'étage, à Ellie, qui aurait besoin de petit déjeuner, à la réalité pratique des 48 prochaines heures. D'accord, dit-elle, rangeant les billets. 20 minutes. Soyez prudente, restez vigilante. Clara leva les yeux au ciel. Je me débrouille seule depuis longtemps. Alors que la Honda s'éloignait, Damian porta son attention sur le téléphone anonyme. Il l'alluma, regardant les barres de signal monter. Un seul appel. Il pouvait risquer un appel pour tâter le terrain. Il composa un numéro de mémoire. Il sonna 4 fois avant de se connecter. Oui, une voix prudente. Joey, l'un de ses coursiers de terrain. C'est moi. Silence. Puis, chef, Jésus, tout le monde vous croyait mort. Pas encore. Damian garda sa voix basse. Qui me cherche? Tout le monde, mec. Costiano a verrouillé tout le sud de la ville. Ils peinent pour des tuyaux, ils font pression sur les gens. Mais chef, ce n'est pas le pire. La poigne de Damian se resserra sur le téléphone. Parlez. C'est Vincent, votre conseiller. Le bruit court qu'il a été vu avec Marco Castellano. Pas comme une scène de prise d'otage, plutôt comme une scène de rencontre. La confirmation frappa Damian comme une deuxième balle. Il s'en doutait, mais l'entendre à voix haute le transforma en réalité. Quand? Demanda-t-il. Ce matin, tôt, dans un entrepôt du côté ouest. L'esprit de Damian s'emballa avec les implications. Vincent n'avait pas seulement divulgué le lieu de la réunion, il collaborait activement avec les Costiano. Depuis combien de temps cela durait-il? Des semaines? Des mois? Joey, écoutez attentivement. Je dois vous demander de disparaître pendant quelques jours. Ne dites à personne où vous allez. Ni à votre petite amie, ni à votre mère. Personne. Chef, qu'est-ce qui se passe? Une purge, et j'ai besoin de personnes en qui je peux avoir confiance, qui seront encore en vie quand ce sera terminé. Damian fit une pause. Pouvez-vous faire ça? Oui, je peux faire ça. Bon homme. Damian mit fin à l'appel et écrasa le téléphone sous son talon. Vincent, son bras droit pendant 8 ans. L'homme qui l'avait aidé à bâtir cet empire à partir de rien. L'homme en qui il avait confiance de sa vie. Pourquoi? De l'autre côté de la ville, dans un entrepôt réaffecté, Vincent Rossi était assis en face de Marco Castellano, dans un bain de lumière fluorescente crue. L'entrepôt était vide, à l'exception d'eux et du garde personnel de Marco. Deux hommes, silencieux aux yeux morts, qui ne s'éloignaient jamais de leur patron. « Il est toujours dehors, » dit Marco, allumant un cigare. « Votre livraison promise est en retard, Vincent. Il est ingénieux, je vous l'ai dit. » Le costume de Vincent était impeccable, ses mains stables. Aucun signe de nervosité. Mais il est blessé, isolé et à court d'options. Ce n'est qu'une question de temps.
hors du temps que je paie. Marco souffla de la fumée de l'autre côté de la table. Chaque heure où Rousseau respire est une heure où ma réputation en souffre. Les autres familles observent, attendant de voir si je peux finir ce que j'ai commencé. Vous ne l'avez pas commencé, je l'ai fait. Le sourire de Vincent était mince. Et je vais le finir. Mais ces choses demandent de la finesse. Finesse? Marco rit, un son rauque et grinçant. Vous avez vendu votre patron, Vincent. Cela ne demande pas de finesse, cela demande de l'avidité. Appelez cela comme vous voulez, je préfère le repositionnement stratégique. Vincent se pencha en arrière. Le temps de Damian est révolu. Il est trop prudent, trop contrôlé. Sous ma direction, avec votre soutien, nous pouvons étendre nos opérations dans des territoires qu'il n'aurait jamais osé toucher. Votre direction, Marco, le regarda à travers un voile de fumée de cigare. Vous croyez vraiment pouvoir maintenir son équipe unie après l'avoir trahi? Ceux qui comptent suivront l'argent et le pouvoir. Ceux qui ne le feront pas. Vincent haussa les épaules. Ne seront pas un problème. Les gardes de Marco se déplacèrent légèrement, leurs mains glissant vers des armes dissimulées. Le message était clair. Vincent était utile maintenant, mais sa durée de vie dépendait entièrement de la remise de la tête de Damian. « Nous resserrons le filet », dit Marco. « Des points de contrôle sur chaque axe majeur, des patrouilles dans le sud, pression sur quiconque pourrait le cacher. S'il tente de bouger, nous le verrons. »« Il va bouger », dit Vincent avec assurance. « Damian ne peut pas rester immobile, ce n'est pas dans sa nature. Il tentera sûrement de rallier son équipe et de recouvrer sa position. Et lorsqu'il y parviendra, nous serons là. » « Vous feriez mieux de l'espérer, » déclara Marco en se levant, signifiant la fin de la réunion. « Car si Rousseau nous échappe, c'est vous qui en ferez les frais. » Vincent observa Marco s'éloigner, flanqué de ses gardes. L'entrepôt retrouva son calme, seulement troublé par le bourdonnement des néons. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « C'est moi, » dit-il lorsque l'appel fut établi. « Renforcez les patrouilles mais dans les quartiers sud ainsi que dans les zones industrielles. Rousseau aura besoin de ravitaillement, de communication, de transport. Il refera surface. Et lorsque ce sera le cas, je veux le savoir immédiatement. » Il raccrocha et esquissa un léger sourire. 8 années passées dans l'ombre de Damian. 8 années à suivre des ordres, à regarder un autre récolter les lauriers pendant qu'il accomplissait le véritable travail. C'en était assez. D'ici demain, Damian Rousseau serait mort et Vincent hériterait d'un empire. De retour à la station-service, Clara revint avec deux sacs de provisions. Elle trouva Damian debout près de la fenêtre, le regard perdu dans le vide, l'expression sombre. « Ça va » demanda-t-elle. « C'est Vincent, » répondit-il doucement. « Mon bras droit, c'est lui qui m'a trahi. » Clara déposa les sacs. Elle ne savait que dire. Dans son monde, la trahison venait de petits amis qui lui volaient de son loyer, ou d'amis qui parlaient derrière son dos. Mais cela, c'était différent. C'était mortel. « Je suis désolée, » finit-elle par dire. Damian se tourna vers elle, et Clara décela quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de colère, pas de douleur, mais quelque chose de plus froid. « Ne le soyez pas, » dit-il, « parce que maintenant, je sais exactement qui tu es. » À la tombée de la nuit, ils se remirent en route. Damian devait se rendre en centre-ville, plus près de l'endroit où son lieutenant le plus fidèle, Marco Knuckles Delgado, gérait une entreprise de sécurité légitime servant de couverture. Si quelqu'un pouvait rassembler les fidèles restes de l'équipe de Damian, c'était Knuckles. Mais pour y parvenir, il fallait traverser le cœur de la ville, ses postes de contrôle et ses zones de patrouille. « L'autoroute est impraticable, » dit Clara, examinant l'atlas routier à la lumière d'une lampe de poche. « Trop exposé. Mais il y a un parking souterrain qui mène aux anciens tunnels du métro. Une voie de maintenance passe sous trois pâtés de maisons. Comment en êtes-vous au courant? Mon ex y vendait de la drogue, avant qu'il ne soit arrêté. » Elle traça l'itinéraire du doigt. « Si nous atteignons le parking, nous pourrons utiliser les tunnels pour nous rapprocher du centre-ville sans être vus de la rue. » Damian la jaugea dans la pénombre. « Vous avez eu une vie bien remplie pour une serveuse. Vous n'avez pas à juger mes choix de survie. Je ne juge pas. Je suis impressionné. » Clara sentit la chaleur monter à son visage et détourna le regard. « Allons-y. » Ils traversèrent la ville comme des fantômes. Clara naviguait dans les rues secondaires et les zones résidentielles où les patrouilles de Castellano étaient au moins nombreuses. La Honda se fondait parfaitement dans le décor. Juste une autre vieille voiture dans un quartier populaire. La structure de stationnement se dressait devant eux. Une monstruosité de béton qui plongeait six niveaux sous terre. Clara s'engagea dans l'entrée. La barrière était levée et abandonnée. La structure était vouée à la démolition depuis des années,
prise dans un vide juridique, parfait pour leur dessein et parfait pour une embuscade. Quelque chose ne va pas, murmura Clara alors qu'ils descendaient la première rampe. Damien le ressentait aussi. La structure était trop silencieuse, trop vide. Continuez mais ralentissez. Les phares de la Honda perçaient de l'obscurité alors qu'ils tournaient en spirale. Niveau 2, 2, niveau 3, 3. Des graffitis recouvraient les murs. Des voitures abandonnées reposaient sur des pneus à plat. Des vestiges de contraventions impayées. Puis Clara le vit. Des traces de pneus fraîches sur le béton poussiéreux. Damian. Des phares s'allumèrent derrière eux. « Allez !» cria Damian. Clara enfonça l'accélérateur. Le moteur de la Honda hurla alors qu'elle prenait le virage, les pneus crissant. Derrière eux, un SUV rugit, prenant en chasse. Il les attendait. Les jointures de Clara blanchirent sur le volant. « Continuez à descendre !» Elle prit la rampe suivante à une vitesse dangereuse, la suspension de la voiture gémissant. Niveau 4, car. Le SUV resta au contact, son moteur puissant réduisant l'écart. Clara pouvait voir deux hommes à l'intérieur, le conducteur et un passager avec une radio. Ils signalaient leur position. « Damian, ce pilier de soutien, mettez-vous derrière. » Clara donna un coup de volant sec. La Honda glissa derrière une massive colonne de béton. Le SUV passa en trombe, ses freins crissant alors qu'il tentait de compenser. Clara mit la voiture en marche arrière, recula de 20 pieds, puis s'engagea dans une voie différente, remontant au lieu de descendre. « Que faites-vous » demanda Damian. « Je fais confiance à mon instinct. » Elle avait raison. Deux autres SUV descendirent d'en haut, tentant de les encercler. Le demi-tour de Clara les prit au dépourvu. Elle dépassa le premier SUV avant qu'il ne puisse réagir, remontant vers le niveau 3. Mais maintenant, les trois véhicules étaient derrière eux, coordonnant leur action. « Nous sommes piégés ici », dit Damian, cherchant des sorties. L'esprit de Clara s'emballa. La structure était un labyrinthe, mais elle y avait passé des heures il y a des années, attendant que son ex fasse ses affaires. Elle connaissait ses dispositions, ses particularités. « Le système d'alarme, dit-elle soudain. Il est toujours actif au niveau 2. Alors tenez bon. » Elle prit le virage suivant à une vitesse folle, les pneus fumant. Niveau 3. Niveau 2. Les SUV gagnaient du terrain, leur moteur supérieur dévorant la distance. Clara pouvait entendre leur radio grésiller, coordonnant le piège. Elle repéra ce qu'elle cherchait, un boîtier d'alarme incendie sur le mur. Sans ralentir, elle jeta une bouteille d'eau qu'elle avait achetée plus tôt avec force. Elle se brisa contre la poignée de l'alarme. Instantanément, les sirènes hurlèrent. Les gicleurs jaillirent à travers le niveau. Les lumières de secours clignotèrent en rouge et blanc. Les SUV hésitèrent, confus par le chaos. Clara utilisa ses précieuses secondes pour s'engouffrer dans une étroite allée de maintenance à peine plus large que sa Honda. Les SUV ne purent pas la suivre. Trop grand, trop large. Elle entendit des cris de colère et le craquement de métal alors qu'un conducteur tentait de s'y engager et frottait son flanc contre le béton. « Il y a une sortie de service, » dit-elle, haletant. « Entrée du quai de chargement. Elle mène au... » Le troisième SUV apparut devant eux, bloquant la route. Clara freina brusquement. La Honda dérapa, faisant un demi-tour à 180 degrés. Elle passa en marche avant et accéléra en sens inverse, droit vers le SUV coincé dans l'allée étroite. « Clara !» Damian se cala contre le tableau de bord. Elle vira à droite au dernier moment, se faufilant dans un espace entre le SUV bloqué et le mur. La peinture racla, le métal grinça, le rétroviseur latéral s'arracha, mais ils passèrent. La sortie de service apparut, une rampe menant à un quai de chargement et à l'accès à la rue, presque arrivée. Une silhouette s'interposa sur leur chemin. L'un des éclaireurs de Castellano, radio à la main, leva son arme. Damian était déjà en action. Il ouvrit sa portière alors que Clara virait brusquement. La portière frappa l'éclaireur à la poitrine, le projetant à terre. Damian sortit en un instant, se déplaçant avec une précision mortelle malgré son bras blessé. L'éclaireur se précipita pour récupérer son arme tombée. Damian y parvint en premier. Une brève lutte, un bruit étouffé. L'éclaireur s'effondra, inanimé. « Remonte !» cria Clara. Damian se jeta sur le siège passager. Clara accélérait déjà sur la rampe, traversa le quai de chargement et déboucha dans l'air pur de la rue. Derrière eux, les alarmes du parking continuaient de hurler. Les SUV devraient retrouver leur chemin, gérant le chaos qu'elle avait créé. Ils avaient gagné des minutes, peut-être plus. Clara ne ralentit pas avant d'être à 6 pâtés de maison, garés dans une ruelle derrière une épicerie fermée.
Puis, elle coupa le moteur et resta assise, tremblant, l'adrénaline inondant son système. « C'était incroyable, » dit Damian calmement. Clara éclata de rire, un rire aigu, presque hystérique. C'était insensé. Nous avons failli mourir au moins quatre fois. Mais nous ne sommes pas morts. Elle se tourna pour le regarder. Son visage était rougi, ses yeux brillants. Il paraissait plus vivant qu'elle ne l'avait jamais vu. Et malgré tout, malgré le danger, la peur et l'impossibilité de tout cela, elle le ressentait aussi. Ils avaient survécu ensemble. « Ton frère serait fier, » dit Damian. « La façon dont tu as géré ça, la plupart des conducteurs expérimentés n'auraient pas pu. » « Ne... » Clara l'interrompit doucement. « N'en faites pas une question d'habileté ou d'entraînement. Nous avons juste eu de la chance. » « Non, » Damian soutint son regard. « Nous étions bons. » Et dans le silence qui s'ensuivit, quelque chose se modifia entre eux. Un lien forgé, non pas par des mots, mais par des battements de cœur partagés et une respiration synchronisée, en faisant confiance à quelqu'un d'autre pour sa vie et en le voyant réussir. Clara démarra le moteur. « Où allons-nous maintenant » demanda-t-elle. « Quelque part en sécurité. Nous devons nous regrouper. » Elle hocha la tête et s'engagea de nouveau dans la rue. Aucun d'eux ne remarqua le petit dispositif de repérage, pas plus grand qu'une pièce de monnaie, magnétiquement accrochée au-dessous de la Honda, placée là par l'éclaireur avant que Damian ne la batte. La chasse était loin d'être terminée. Ils trouvèrent refuge dans une autre des planques de Damian, un appartement vacant au-dessus d'une laverie dans un quartier que les Castellanos n'avaient pas encore quadrillé. L'endroit était spartiate, un matelas sur le sol, de l'eau en bouteille dans le réfrigérateur et des barreaux aux fenêtres. Clara s'effondra sur une chaise pliante, chaque muscle endolori. Il était maintenant tard dans l'après-midi, le deuxième, jours de ce cauchemar. 48 heures qui semblaient en avoir duré 48 ans. Damian se tenait à la fenêtre, observant la rue en contrebas avec la patience d'un prédateur. Son bras blessé pendait raide sur le côté, mais son esprit était manifestement en pleine ébullition. « Nous ne pouvons pas continuer à fuir, » dit-il finalement. C'était le plan. 48 heures, vous vous souvenez? Retrouver vos hommes, puis disparaître. Les plans changent. Damian se détourna de la fenêtre. « Ils ne vont pas s'arrêter, Clara. Vincent sait comment je pense. Il connaît mes contacts, mes planques. Il en a déjà révélé la moitié aux Costanos. Finalement, ils nous trouveront, ou nous ferons une erreur, ou nous n'aurons plus d'endroit où nous cacher. » L'estomac de Clara se tordit. « Alors, qu'est-ce que vous dites? Je dis que nous arrêtons de fuir et que nous commençons à nous battre. C'est du suicide. » « Non, le suicide, c'est d'attendre qu'il nous accule. » Damian se dirigea vers la table, déplia une carte de la ville qu'il avait tirée d'un tiroir. « Mais si nous choisissons le champ de bataille, si nous contrôlons les variables, nous pouvons y mettre fin. » « Y mettre fin, comment ?» Clara se leva, se rapprochant malgré elle. « Seule face à une organisation tout entière, pas seulement moi, des loyaux me soutiennent encore, des hommes prêts à mourir pour moi, et surtout, beaucoup haïssent Vincent pour sa trahison. » Damian désigna un point sur la carte. Il y a un ancien dépôt ferroviaire à l'est. Zone industrielle, pas de civils, plusieurs accès, mais une seule vraie sortie. C'est isolé, facile à défendre. Clara fixa la carte, une prise de conscience glaçante la traversa. « Vous voulez les y attirer? C'est de la folie. »« Non, c'est stratégique, » rétorqua Damian en levant les yeux vers elle. « Vincent me veut mort pour s'emparer de mon empire. Marco me veut mort pour sauver les apparences devant les autres familles. Mais ils me croient tous deux affaiblis, désespérés. Si je leur offre une cible facile, ils la saisiront. Vous seriez une cible facile en apparence. Mais si je peux alerter Knuckles, Marco Delgado, mon lieutenant le plus fidèle, il peut rassembler les hommes dont je sais qu'ils sont toujours loyaux. Nous tendrons un piège. Laissons les costauds s'y engouffrer et mettons fin à cette guerre avant qu'elle ne ravage tout le quartier sud. » L'esprit de Clara s'embrasa. « Vous parlez d'un massacre !»« Je parle de survie. » La voix de Damian se durcit. « Et de protéger le quartier d'une guerre de gang prolongée. Si cela perdure, des innocents périront. Vos voisins, les camarades de classe de votre frère. Plus ça traîne, plus les dommages collatéraux s'accumulent. Un seul affrontement, une seule nuit, loin des civils. C'est de la pitié comparé à ce qui nous attend autrement. » Clara voulait répliquer, mais les mots lui manquèrent. Elle avait grandi en voyant les conflits mafieux déchirer les quartiers comme des incendies incontrôlables. Balles perdues, intimidation, sang sur les trottoirs où jouaient les enfants. Si Damian disait vrai, si cela pouvait s'achever rapidement, loin de ces rues, comment savez-vous que vos hommes viendront? Demanda-t-elle finalement. Parce que Vincent les a tous trahis, pas seulement moi.
Damian sortit un autre téléphone jetable. La loyauté est profondément ancrée dans mon organisation. Vincent vient de prouver qu'on ne peut pas faire confiance à l'ambition au détriment de l'honneur. Mes hommes le comprennent. Ils viendront. Il composa un numéro. 2 sonneries. Knuckles, c'est moi. Clara entendit un soupir de soulagement étouffé à l'autre bout. Patron, mon Dieu, où êtes-vous? Tout le monde écoute. Bon sang. Pas le temps, le coupa Damian. Vincent est le traître, il travaille avec les costos. Le silence. Ce fils de... Je sais, mais nous allons y remédier ce soir. J'ai besoin que tu rassembles tous ceux en qui tu as confiance. Le noyau dur, ceux qui étaient là dès le début. Combien ça représente? Tous ceux qui viendront. On met fin à ça au vieux dépôt de Riverside, minuit. Une nouvelle pause. Patron, c'est une boîte à tuer pour eux, pas pour nous. J'expliquerai quand tu seras là, fais-moi confiance. La voix de Damian s'adoucit légèrement. Encore une fois, Knuckles, tu peux le faire? Toujours, patron, toujours. Damian lui donna quelques détails supplémentaires, puis mit fin à l'appel. Il écrasa le téléphone sous son talon, une habitude que Clara commençait à reconnaître. C'est tout? Demanda-t-elle. Vous venez d'organiser une guerre de gang avec un coup de fil de 2 minutes? J'ai organisé la fin d'une guerre de gang. Damian la regarda dans les yeux. Clara, vous n'êtes pas obligée de prendre part à la suite. Vous avez déjà fait plus que largement assez. Je ne peux pas arrêter. Clara se surprit de la fermeté de sa voix. Vous croyez que je peux juste partir maintenant, après tout ça? Ils ont vu mon visage, ma voiture. Vincent doit savoir que je vous ai aidé. S'il est aussi intelligent que vous le dites, probablement. Donc, je suis déjà une cible, déjà complice. Clara s'approcha de la fenêtre, contemplant le quartier qu'elle avait tant lutté pour protéger. Quelque part là-bas, Ellie était à l'école, ignorant la menace qui pesait sur eux. Vous avez promis qu'il serait en sécurité. Mon frère, il le sera. Alors, je suis de la partie. Pas parce que je crois en votre guerre, votre empire ou tout ça. Elle se tourna vers lui. Mais parce que la seule façon pour Ellie de rester en sécurité, c'est que ça finisse, ce soir. Damian la jaugea un long moment. Vous n'êtes plus qu'une simple conductrice. Non. Clara sentit le poids de cette réalité s'installer sur ses épaules. Je suis une complice maintenant, de gré ou de force. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Gardez-le. Mais sa voix était plus douce à présent. Dites-moi le plan, le vrai plan. Qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse? Damian retourna à la carte. Le dépôt a une seule route d'accès principale. J'ai besoin que votre voiture bloque la route une fois que les costos seront à l'intérieur. Vous la truquerez pour qu'elle semble abandonnée, mais qu'elle puisse être déplacée rapidement si nécessaire. Une barricade? Exactement. Et il hésita. Si les choses tournent mal, si mes hommes ne viennent pas, ou si les costos apportent plus d'hommes que prévu, vous courez. Vous prenez Ellie et vous quittez la ville. Il y a de l'argent dans cette boîte là-bas, assez pour recommencer ailleurs. Clara regarda la boîte métallique sur le sol. De l'argent de secours. Il n'en sera rien, dit-elle, essayant de s'en convaincre. Probablement pas, Damian plia la carte. Mais je prévois toutes les éventualités. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes enflammées. Clara pensa à son père, au choix qu'il avait fait pour aider les gens, peu importe de quel côté de la loi il se trouvait. Elle pensa à Ellie, en sécurité à l'école, inconscient que sa sœur était sur le point de participer à quelque chose d'irréversible. « On part quand » demanda-t-elle. « Après la tombée de la nuit. Nous allons reconnaître le dépôt, préparer le terrain, attendre que tout le monde arrive. » Clara hocha la tête. « Alors il faut que je passe un appel d'abord, vérifier Ellie. » Damian lui tendit son dernier téléphone jetable. « Fais vite, ne lui dis pas où tu es. » Elle composa le numéro de leur appartement. Ellie décrocha à la 3e sonnerie. « Clara, où es-tu? Je suis rentrée. »« Je fais le double, » mentit-elle avec aisance. « Urgence au restaurant. Je rentre tard ce soir. Peut-être très tard. »« Tu vas bien? »« Oui, ça va. Il y a de la pizza qui reste. »« Bien. Ellie, écoute. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec précaution. « S'il arrive quelque chose de bizarre, si quelqu'un vient me chercher, tu ne sais rien, compris? »« Clara, qu'est-ce qui se passe? »« Rien, fais-moi juste plaisir. »« D'accord, d'accord. » Il semblait inquiet. « Sois prudente. »« Toujours. » Elle termina l'appel avant que sa voix ne se brise. Damian reprit le téléphone, l'écrasa. « Prête. » Clara le regarda, cet homme qui avait fait irruption dans sa vie 2 nuits auparavant et avait tout bouleversé. Ce criminel, ce survivant, cette personne qui, d'une manière ou d'une autre, la comprenait mieux que quiconque depuis des années. « Finissons-en, » dit-elle. Et tandis que l'obscurité tombait sur la ville, il se préparait à la guerre.
Le dépôt ferroviaire de Riverside n'était qu'un squelette de décrépitude industrielle. Des rails rouillés menant nulle part, des entrepôts effondrés et des conteneurs maritimes empilés comme des pierres tombales oubliées. L'endroit idéal pour que les fantômes règlent leur compte. Clara roula lentement à travers l'entrée, ses phares fendant l'obscurité. Le moteur de la Honda résonnait trop fort dans le silence, écho sur le métal et le béton. Là, Damian désigna un goulet d'étranglement où la route d'accès se rétrécissait entre deux murs de conteneurs. « C'est là que nous avons besoin de la voiture. » Clara positionna la Honda avec précision, l'orientant pour créer un embouteillage. Quiconque essaierait de partir rapidement devrait s'arrêter, reculer, manœuvrer. Des secondes précieuses qui pouvaient bien faire la différence entre l'évasion et la capture. Elle coupa le moteur et sortit. L'air nocturne était froid, portant l'odeur de rouille et d'huile. Au loin, les lumières de la ville brillaient comme une fausse aube. « Vous avez apporté des outils » demanda Damian. Clara ouvrit le coffre, révélant la boîte à outils du garage de son père. « Vous avez dit « truquer, je le truque ». Elle travailla rapidement, retirant le distributeur et le glissant dans sa poche de veste. Sans lui, la voiture ne démarrerait pas, mais elle pouvait le réinstaller en moins de 30 secondes si nécessaire. Puis, elle desserra le loquet du capot, donnant l'impression que la voiture était tombée en panne naturellement. « Parfait !» observa Damian. « Elle a l'air abandonnée, mais fonctionnelle. »« Je suis pleine de surprises. » Clara s'essuya les mains sur son jean. Son cœur tambourinait, mais ses mains étaient spestables. Étrange de se sentir si calme maintenant que le moment était arrivé. Damian consulta sa montre. Knuckles devrait être là dans 20 minutes. Avec un peu de chance, il amènera au moins une douzaine d'hommes. Et Vincent, il viendra. Son ego ne lui permettra pas de résister. Le sourire de Damian était froid. Il me croit désespéré, acculé. Il voudra voir mon visage quand je réaliserai ma défaite. Ils s'enfoncèrent de plus profondément dans le dépôt, leurs pas crissant sur le gravier. Damian avait bien choisi l'emplacement. Des lignes de vue dégagées, mais beaucoup de cachettes. Les conteneurs maritimes créaient des positions défensives naturelles. Les voies surélevées offraient un terrain élevé. « Vous devriez rester près de la voiture, » dit Damian. « Quand le tir commencera, je sais. » Restez à l'abri, restez en sécurité. Clara le regarda. « Vous l'avez dit trois fois. Parce que je le pense. » Il s'arrêta, se tourna pour lui faire face. « Clara, après ce soir... » « Non, elle le coupa. Ne faites pas le discours au cas où je ne m'en sors pas. Nous allons tous les deux sortir d'ici. Vous semblez certaine. Je dois l'être pour Ellie. » Damian tendit la main, sa main flottant près de son visage un instant avant de retomber. « Il a de la chance de vous avoir. » « Oui, eh bien... » La gorge de Clara se serra. « Faisons en sorte qu'il continue de m'avoir. » Des phares apparurent au loin. Ils se tendirent tous les deux, puis se détendirent lorsque Damian reconnut les véhicules. Knuckles. Trois voitures entrèrent dans le dépôt ferroviaire. Des berlines et des camions de travail usés qui se fondaient dans n'importe quel quartier ouvrier. Des hommes sortirent des véhicules, peut-être 15 d'entre eux, se déplaçant avec une efficacité routinière. Ils se dispersèrent immédiatement, prenant position derrière les conteneurs et les murs. Marco, Knuckles, Delgado s'approcha. Un homme aux épaules épaisses, d'une quarantaine d'années, aux jointures cicatrisées et aux yeux loyaux. « Boss !» Il étreignit brièvement Damian. « Content de vous voir respirer. Content de respirer. » Damian fit un geste vers Clara. « C'est Clara, elle est la raison pour laquelle je suis toujours en vie. » Knuckles lui fit un signe de tête avec un respect sincère. « Madame. »« Ne me traitez pas de madame. J'essaie juste de ne pas me faire tuer. » Knuckles sourit. « Vous avez choisi la mauvaise nuit pour ça. » Il se tourna vers Damian. « On a fait passer le mot par les canaux habituels. On a laissé entendre que vous seriez ici, blessé et seul. Vincent a mordu à l'hameçon. Il a dit aux Castiglianos que vous tentiez un ultime baroud d'honneur désespéré. Combien d'hommes m'amène-t-il? À au mieux, Vincent plus Marco Castellano et peut-être 20 soldats. » Knuckles désigna les positions que ces hommes avaient prises. « Nous avons le terrain élevé, la surprise et la motivation. Ça devrait suffire. Ça devrait. » Damian vérifia son arme, celle qu'il avait obtenue à la caisse de la station-service. « N'oubliez pas, Vincent est à moi. N'importe qui d'autre peut ouvrir le feu en premier, mais Vincent doit rester en vie jusqu'à ce que je l'atteigne. Compris ?» Les hommes prirent place comme des pions sur un échiquier. Accroupie derrière une caisse à outils rouillée, près de sa Honda, Clara observait la route d'accès, patientant. Les minutes s'étirèrent, puis d'autres phares apparurent. Cette fois-ci, plusieurs véhicules, rapides et audacieux.
4 SUV sombres et élancés. Les Kostianos ne se cachaient-ils plus. « C'est parti !» murmura Damian depuis sa cachette derrière un conteneur. « Tout le monde tient jusqu'à mon signal. » Les SUV entrèrent dans le dépôt ferroviaire, leur feu de route inondant l'espace d'une lumière crue. Ils s'arrêtèrent en formation lâche, moteurs au ralenti, portières ouvertes. Vincent en sortit le premier, ajustant sa veste comme s'il arrivait à un rendez-vous d'affaires. Puis Marco Castellano émergea, flanqué de ses hommes, des soldats au visage dur, armés d'armes automatiques. Clara compta 22 hommes, bien plus que l'estimation de Knuckles. Vincent s'avança dans l'espace ouvert, scrutant les ombres. « Damian !» lança-t-il. « Je sais que tu es là. Il est temps de finir ça comme des hommes. » Le silence fut sa seule réponse. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, » poursuivit Vincent. « Ton empire est déjà anéanti. Tes hommes se sont dispersés. C'est fini. Sors, et peut-être que j'en finirai vite. Tu as toujours été bavard, Vincent. » La voix de Damian résonna dans le dépôt. Il apparut, son arme au côté, seul au milieu de l'espace. Le cœur de Clara s'arrêta. Que faisait-il? Vincent sourit, triomphant, haineux. « Te voilà, le grand Damian Rousseau rabaissé. Ça fait du bien, n'est-ce pas, de savoir que je t'ai surpassé. Tu m'as trahi. J'ai évolué. » Vincent tendit les mains. « Tu es faible, Damian, trop prudent, trop effrayé d'étendre ton influence sous ma direction. Ton règne prend fin ce soir. » Le sourire de Vincent vacilla. Quelque chose dans le ton de Damian, dans sa posture, était trop confiant pour un homme face à une mort certaine. Alors, Knuckles et ses hommes jaillirent des ténèbres comme des spectres, leurs armes braquées sur les Castellano depuis des positions surélevées, derrière des conteneurs, sous tous les angles. Le piège était tendu. Les hommes de Marco Castellano réagirent instantanément, levant leurs armes, mais se retrouvèrent encerclés. Un face à face, 15 contre 22, mais avec un positionnement supérieur. Le visage de Vincent blêmit. « C'était un piège. » « Oui. » Damian leva son arme, la pointant directement sur Vincent. « Tu m'as tout appris sur la stratégie, Vincent, y compris comment appâter un ennemi arrogant. » Marco Castellano s'avança, sa voix froide. « Cela ne change rien, Rousseau. Tu es toujours en infériorité numérique. » Vraiment, le sourire de Damian était acéré comme une lame. « Parce que d'où je suis, vos hommes sont dans un piège mortel, sans nulle part où fuir. » La tension était suffocante. 22 doigts sur 22 gâchettes. Un seul faux pas, et le dépôt deviendrait un abattoir. Alors, Vincent commit son erreur. « Tuez-le » hurla-t-il. « Tuez-les tous !» La nuit explosa en une cacophonie de tirs. Le premier coup brisa le silence comme le tonnerre. Les éclairs des bouches des armes illuminèrent le dépôt en rafales stroboscopiques. Les hommes de Damian tirèrent depuis leurs positions élevées, forçant les Kostianos à se disperser derrière leurs SUV. Des tirs de riposte zébrèrent les conteneurs métalliques. L'air se remplit d'une odeur de poudre et de laiton brûlant. Clara se plaqua contre la caisse à outils, les mains sur les oreilles, le cœur battant à tout rompre. C'était réel. Des gens mouraient. Le fracas des tirs était assourdissant. « Clara !» La voix de Damian perça le chaos. « Les lumières, n'est-ce pas? Le plan. » Clara se précipita vers sa Honda, ouvrit la portière et frappa la paume de sa main sur le klaxon. L'alarme de la voiture hurla, un sifflement perçant qui ajouta à la confusion. Puis, elle tourna la clé qu'elle avait laissée dans le contact, mettant le système électrique sous tension. Les feux de route aveuglèrent directement la position des Kostianos. Plusieurs hommes levèrent les mains contre la soudaine lumière, temporairement désorientés. L'équipe de Knuckles utilisa ces précieuses secondes pour prendre de l'avance, se déplaçant comme des ombres pendant que leurs ennemis étaient désorientés. Clara resta tapie derrière le bloc moteur, le seul véritable abri contre les balles, et observa la bataille se dérouler comme un cauchemar devenu réalité. Damian se déplaçait à travers le chaos avec une précision mortelle. Malgré son bras blessé, il était fluide, efficace, abattant 2 des hommes de Marco alors qu'il réduisait la distance vers Vincent. Ce dernier s'était mis à couvert derrière un SUV, tirant frénétiquement. Sa façade de calme s'était effondrée. Puis Clara les vit. 2 soldats Castellano s'écartant du combat principal, contournant les conteneurs, flanquant, fonçant droit vers sa position. Son sang se glaça. Elle avait des secondes, peut-être moins. La main de Clara trouva la clé de roue dans le coffre de sa Honda. Son père avait toujours gardé des outils d'urgence à portée de main. Le métal était froid et lourd dans sa main. Pas une arme à feu, pas même un couteau, mais c'était quelque chose.
Le premier soldat contourna le conteneur, arme levée. Il la vit accroupie près de la voiture et sourit, proie facile. Clara appuya sur le bouton d'ouverture du coffre. Le couvercle du coffre jaillit, frappant le soldat en plein visage. Il trébucha en arrière, jurant, momentanément étourdi. Clara était déjà en mouvement. Elle balança la clé de roue violemment, atteignant son poignet. L'arme tomba au sol avec un cliquetis. Le deuxième soldat apparut, l'arme braquée sur son centre. Non! Clara attrapa le premier soldat par sa veste et le fit pivoter pour en faire un bouclier humain. Le deuxième soldat hésita. Une seconde d'incertitude. Elle l'utilisa. Clara poussa le premier soldat avec force sur le second. Ils s'en mêlèrent, déséquilibrés. Elle n'attendit pas de les voir se relever. Elle courut, sprintant entre les conteneurs, utilisant l'obscurité et sa connaissance des espaces étroits pour disparaître. Derrière elle, des cris de colère, des pas précipités. Ils venaient. L'esprit de Clara s'emballait. Elle était serveuse. Elle n'était pas entraînée pour ça, mais elle avait passé toute sa vie à naviguer dans des situations dangereuses avec rien d'autre que son intelligence et son instinct de survie. Cela devrait suffire. Elle repéra une clé tombée près d'une ancienne fosse de maintenance, plus grande que la clé de roue, plus lourde. Clara la saisit et se plaqua contre l'ombre d'un conteneur, contrôlant sa respiration malgré l'adrénaline qui se déversait dans ses veines. Le premier soldat apparut au coin, prudent cette fois, balayant son arme. Clara attendit le moment où il dépassa sa position, puis abattit la clé violemment sur l'arrière de son genou. Il s'effondra avec un cri. Elle repoussa son arme du pied, puis courut à nouveau avant que le second soldat ne puisse la rattraper. Ses poumons brûlaient, ses jambes étaient comme du coton. Mais elle continuait d'avancer, de réfléchir. Le deuxième soldat criait dans sa radio, appelant des renforts. Mais les renforts étaient occupés. La bataille principale atteignait son paroxysme. Clara l'entendait, l'intensité des tirs, les cris des hommes, le tintement du métal alors que les balles trouvaient leur cible. Elle fit un détour vers le centre, vers la lumière, vers l'endroit où elle pouvait voir Damian. Il avait atteint Vincent. Le conciliaire était à court de munitions, reculant les mains levées. « Damian, attends, on peut en parler. »« 8 ans, dit Damian calmement, son arme stable. Je t'ai fait confiance pour tout. C'était du business, rien de personnel. » La contenance de Vincent s'effondra complètement. Les familles voulaient une nouvelle direction. Ils allaient s'en prendre à toi de toute façon. Je me suis juste positionné pour survivre. Tu t'es positionné pour en profiter. La voix de Damian était glaciale. De ma mort, sur la loyauté d'hommes qui seraient si morts pour toi autour d'eux. Les tirs diminuaient. Les hommes de Knuckles avaient repris le dessus. Les Costianos étaient soit à terre, soit en train de se rendre. Marco Castellano lui-même gisait immobile à côté de son SUV, victime de sa propre ambition. Vincent le vit aussi, vit qu'il avait perdu. « S'il te plaît, Damian, nous avons construit cela ensemble. »« Non, » Damian secoua la tête. « C'est moi qui l'ai construit. Tu n'as fait que prendre des notes. Je partirai, je disparaîtrai. Tu ne... » Le coup de feu fut silencieux, presque décevant après le chaos. Vincent s'effondra au sol, la trahison dans ses yeux figés à jamais. Clara se tenait à 6 mètres, la clé toujours dans ses mains tremblantes, regardant un homme mourir. Elle aurait dû ressentir quelque chose, horreur, dégoût, culpabilité. Mais tout ce qu'elle ressentait était l'engourdissement. C'était terminé. Knuckles apparut à côté de Damian, jaugeant le carnage. « Nous avons perdu 3 hommes, 6 blessés, mais nous sommes en sécurité. Marco est mort, la plupart de ses lieutenants aussi. » Knuckles fit un geste vers la poignée de survivants Castellano, agenouillés, les mains derrière la tête. « Ceux-là se sont rendus. Que veux-tu faire d'eux » Damian les regarda longtemps. « Laissez-les partir. Envoyez un message aux autres familles. La guerre Castellano-Russo est terminée. Une nouvelle direction se manifestera pour les conditions. » Clara bougea enfin. Ses jambes étaient instables. Elle laissa tomber sa clé qui résonna sur le béton. Un son trop fort dans le silence soudain. Damian se retourna, la vit, et son expression s'adoucit. « Tu vas bien ?»« 2 d'entre eux m'ont attaqué. Elle fit un vague geste. « Je m'en suis occupé. Je l'ai vu. » Il y avait quelque chose comme de la fierté dans sa voix. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Je suis un désastre. » Clara baissa les yeux sur ses mains tremblantes. « Je crois que je suis en état de choc. » Probablement. Damian se dirigea vers elle, la scrutant du regard pour d'éventuelles blessures. « Mais tu es vivante, c'est ce qui compte. » Autour d'eux, les hommes de Knuckles sécurisaient la scène, vérifiant les corps, soignant les blessés. Le dépôt ressemblait à une zone de guerre.
car cela en avait été une. « Est-ce vraiment fini ?» demanda Clara doucement. Damian tourna la tête vers le corps de Vincent, vers les véhicules castellano dispersés, vers le prix payé en sang pour le pouvoir et la trahison. « Oui, dit-il finalement, c'est fini. » Mais alors que Clara croisait son regard, elle se demanda si quelque chose serait un jour vraiment terminé après cette nuit. Certaines choses, une fois faites, vous changent pour toujours. Et elle venait d'apprendre cette leçon de la manière la plus cruelle qui soit. 3 jours après l'événement au dépôt, Clara reprit son poste au restaurant. Le gérant de l'équipe du matin haussa un sourcil quand elle entra. Clara avait déclaré être malade pendant 4 services consécutifs, une première en 4 ans. Mais il ne posa aucune question. Dans ce quartier, on comprenait parfois que la discrétion était de mise. Clara, le cœur battant, nouait son tablier et versait le café d'une main assurée, s'efforçant de paraître normale, comme si elle n'avait pas vu des hommes mourir, comme si elle n'avait pas contribué à l'orchestration d'une guerre de gangs. Les ecchymoses sur ses bras, souvenirs de plongeons derrière une armoire à équipement et de lutte avec des soldats, étaient dissimulés sous ses manches longues. Ses cauchemars se cachaient derrière un sourire professionnel. « La table 7 a besoin d'être resservie », sonnait la voix du gérant. Normal, comme toujours. Tout était normal, sauf que plus rien ne le serait jamais. Damian fit son apparition le 4e jour. Clara était en train de nettoyer les tables après le rush du déjeuner, quand elle leva les yeux et l'aperçut dans l'embrasure de la porte. Il portait un costume différent, coûteux, parfaitement taillé, sans aucune tache de sang. Son bras était toujours bandé sous sa veste, mais il se tenait droit, puissant, comme si l'homme blessé qu'elle avait eu à l'arrière de sa voiture avait été effacé, remplacé par le baron du crime qu'il avait toujours été. Leurs regards se croisèrent. Le cœur de Clara s'emballa. Il choisit une banquette dans le coin reculé. Elle s'approcha, son bloc de commandes à la main, jouant son rôle à la perfection. « Un café » demanda-t-elle. « S'il vous plaît » répondit-il d'une voix feutrée. « Et un instant de votre temps. » Clara versa le café, puis se glissa à ses côtés sur la banquette, adoptant une posture décontractée. Pour tout observateur, il n'était qu'un client et une serveuse en pause déjeuner. « Vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-elle. « Je sais, mais je devais vous voir, » dit Damian en poussant une enveloppe sur la table. « Pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez risqué. » Clara fixa l'enveloppe sans la toucher. « Combien ? 50 000, 50 000. » Elle rit, un rire discret et amer. « C'est le prix pour avoir frôlé la mort. »« Clara, je ne veux pas de votre argent, Damian. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je l'ai fait parce que vous avez promis qu'Ellie serait en sécurité, parce que je n'avais pas le choix, parce que... » Elle s'interrompit, ne sachant comment finir sa phrase. « Parce que d'une manière ou d'une autre, au milieu de toute cette folie, j'ai commencé à vous faire confiance. » La voix de Clara se réduisit à un murmure à peine perceptible. « Et ça me terrifie plus que tout le reste. » Damian resta silencieux un instant, puis il retira l'enveloppe. « Au moins, laissez-moi... » « Non. » Clara se leva. « Nous avions un accord, 48 heures, puis vous disparaissez de ma vie. Alors, disparaissez. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse réagir, avant qu'elle ne change d'avis, avant que cette douleur dans sa poitrine ne se transforme en quelque chose d'incontrôlable. Quand elle se retourna, la banquette était vide. L'enveloppe avait disparu, ainsi que lui. 55 jours plus tard, Clara rentra chez elle et trouva Ellie assis à la table de la cuisine, les larmes coulant sur son visage, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur portable. « Ellie !» Elle laissa tomber son sac, se précipitant vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-il arrivé ?» Il tourna l'ordinateur portable vers elle, incapable de parler. C'était un courriel du service de facturation de l'hôpital. Sa dette médicale, d'un montant de 14 700 $, due à l'accident de voiture d'il y a deux ans, un fardeau qui les écrasait tous les deux, avait été entièrement réglé par un donateur anonyme via un compte intraçable. Le souffle de Clara se coupa. « Je ne comprends pas, » murmura Ellie. « Qui aurait pu... Clara, qui a fait ça ?» Elle fixa l'écran, son esprit s'emballant. 50 000 $. Il lui avait offert 50 000, et elle avait refusé. Alors, il avait trouvé un autre moyen, un moyen qu'elle ne pouvait pas refuser. « Je ne sais pas, » mentit-elle doucement. « Peut-être que papa avait une assurance vie dont nous ignorions l'existence. »« Peut-être, Clara. » Ellie lui attrapa la main. « Cela change tout. Je peux enfin aller à l'université maintenant. Je peux... » Sa voix se brisa. « Nous sommes libres. » Clara le serra dans ses bras, ravalant ses propres larmes. « Oui,
Nous sommes libres, mais elle savait mieux. La liberté avait un prix, et elle l'avait payé au dépôt ferroviaire de Riverside. Les semaines suivantes, Clara remarqua d'autres changements. Les jeunes du quartier qui la harcelaient auparavant sur le chemin du retour la saluaient désormais avec respect. Le propriétaire, qui la menaçait d'expulsion pour loyer impayé, devint soudainement accommodant. Madame Chun, de l'épicerie du coin, glissait discrètement des articles supplémentaires dans son sac de courses, sans supplément. Les gens savaient, ils n'en parlaient donc pas. Ce quartier comprenait la valeur du silence. Mais ils savaient que Clara était la femme qui avait caché Damian Rousseau, la femme qui avait survécu deux jours en cavale avec l'homme le plus puissant du Southside. Elle n'avait pas rejoint son monde, n'était pas devenue une partie de son empire, mais elle avait gagné quelque chose de presque aussi précieux, le respect. Et dans ce quartier, le respect était une monnaie. Devant le restaurant, une élégante voiture noire apparut occasionnellement, jamais la même deux fois, ne restant jamais longtemps. Juste là, une présence silencieuse avant de s'évanouir dans la circulation. Clara ne la reconnaissait jamais, ne la regardait jamais directement, mais elle savait toujours quand elle était là. Trois mois après l'épisode du dépôt ferroviaire, Clara fermait le restaurant un paisible jeudi soir. Le soleil se couchait, peignant la rue de teintes ambrées et dorées. Elle verrouilla la porte et se dirigea vers chez elle. Une voiture familière roulait lentement dans la rue, non pas les berlines noires des mois passés, la Honda, sa Honda réparée, la peinture retouchée, le rétroviseur manquant remplacé. La voiture s'arrêta au feu rouge, juste en face d'elle. À travers la vitre, leurs yeux se rencontrèrent. Damian semblait différent, plus dur peut-être, ou peut-être simplement plus lui-même. Il ne sourit pas, ne fit pas de signe. Il tint simplement son regard pendant trois longues secondes, une éternité et un instant. Clara ne sourit pas non plus, mais elle hocha la tête une fois. Bref, une reconnaissance, un adieu, un merci. Le feu changea. La Honda s'élança et disparut au coin de la rue. Clara resta sur le trottoir, regardant jusqu'à ce que les feux arrière s'évanouissent. Puis, elle tourna et rentra chez elle, où Ellie faisait probablement ses devoirs, où le poids de la situation était toujours présent, mais moins écrasant maintenant, où la vie continuait dans toute sa gloire désordonnée et compliquée. Elle ne reverrait plus jamais Damian Rousseau. Ils le savaient tous les deux. L'histoire était terminée. Les 48 heures étaient passées depuis longtemps, mais certains liens ne se mesuraient pas en temps. Certaines connexions étaient forgées dans le feu et le sang et des choix impossibles faits à l'arrière d'une voiture déglinguée pendant les deux jours les plus longs de sa vie. Clara tourna dans sa rue, passant devant des voisins qui hochaient la tête avec un respect nouveau, passant devant des coins où elle s'était sentie en insécurité, mais où elle se sentait désormais, sinon protégée, du moins reconnue, vue. Elle était toujours serveuse, toujours une sœur, toujours une survivante, mais elle était aussi autre chose maintenant, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. La femme qui avait caché un roi et qui avait vécu pour en parler, même si le récit ne se faisait que dans le silence, que dans des regards complices, que dans la manière discrète dont le pouvoir reconnaissait le pouvoir. Au-dessus d'elle, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombrissant, et quelque part dans la ville, Damian Rousseau continuait de rouler, un fantôme dans son rétroviseur, un souvenir qui ne s'effacerait jamais tout à fait. La dette était payée, la guerre était finie, et la vie continuait, d'une manière ou d'une autre,